Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est le romancier Didier Van Kovlart. Depuis qu'il y a ce port du masque dans les transports en commun, on voit plus le livre qu'avant, me semble-t-il, par rapport aux écouteurs et tout ça, parce que se boucher les oreilles, en plus qu'on se bouche le nez, la bouche, qu'est-ce qui reste, quoi. Et là, et fermer les yeux pour plus rien voir, voilà, on devient vraiment un peu désagréable, quoi. Pendant le confinement, certains auteurs m'ont confié qu'ils avaient été incapables d'écrire la moindre ligne, soudain submergés par les problèmes du quotidien qu'ils ne connaissaient pas toujours. D'autres estimaient, en revanche, qu'il était encore trop tôt pour faire écho de la pandémie dans leurs romans. Didier Van Kovlart, lui, a fait tout l'inverse. Durant cette période aussi inédite qu'incertaine, l'auteur d'Un aller simple, prix Goncourt en 1994, a imaginé une fiction étonnante intitulée L'inconnu du 17 mars, qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est l'histoire d'un ancien prof devenu SDF qui, à l'heure où la France s'apprête à s'enfermer à double tour, croise la route d'une créature de rêve qui ressemble à s'y méprendre à son amour de jeunesse. De ce point de départ de comédie romantique, Didier Van Kovlart tisse une fable surréaliste et philosophique qui brasse tous les grands débats du moment. La science, l'écologie, la politique, la solidarité et l'amour, bien sûr. Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. En forme ? Ah oui, c'est un acte de militantisme chez moi, là, par les temps qui courent. C'est vrai, à ce point-là ? Expliquez-moi. Quand on a le privilège de pouvoir déjà se retrancher un petit peu de ce monde de masques, voilà, il ne faut pas en rajouter par rapport à ceux qui sont obligés de baigner dans leurs germes toute la journée, quoi. Vous avez raison. Alors Didier, je vous avoue que dans le cadre de ce podcast, j'ai interviewé beaucoup d'écrivains depuis l'apparition du coronavirus, et même pendant le confinement. Et la plupart m'ont dit qu'il était urgent d'attendre avant d'écrire sur la pandémie, voire le confinement, qu'il fallait un peu laisser les choses se décanter. Vous, c'est un peu tout l'inverse, non ? Ben oui, j'ai décidé la veille de l'entrée en vigueur du confinement de reprendre le pouvoir sur cette situation intolérable imposée par rapport aux libertés de chacun, et donc de comment un écrivain peut-il reprendre le pouvoir ? Ben avec les mots, avec une situation, avec le regard d'un narrateur qui est concerné par ça. Et très vite, mon narrateur s'est imposé. Ce sera un sans-abri qui, du coup, à travers cette situation inédite, qui est obligé d'en aller chez eux, est regardé différemment par les gens, tout à coup, comme une sorte de privilégié. Parce que lui, c'est un droit du sol. Donc, apparemment, il a le droit de rester dehors. Et ce basculement des valeurs, toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce repositionnement. Et puis, contrairement à beaucoup de mes confrères qui jouent sur l'attente, on va voir à quoi ça... Non, un auteur doit avoir une influence sur son époque, en tout cas, plus modestement, sur les sentiments de ses lecteurs. Il était urgent pour moi de donner des anticorps, de redonner par ce qui constitue mes armes, c'est-à-dire l'imaginaire, l'humour, le décalage, la capacité de créer du merveilleux dans un cadre concret et anxiogène. Voilà, c'est ça qui me paraissait déjà pour moi nécessaire, parce que je n'allais pas rester confiné dans les miasmes des journaux télévisés et tout. Donc voilà, et puis après, tout à coup, vous savez, il y a une phrase chaque auteur a des phrases diapason comme ça. Il y a une de Philippe Cadic qui dit si cette réalité ne vous convient pas, changez-en. Ouais. C'est mon credo, quoi. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Parce que ce qui est intéressant à dire, c'est qu'avec l'inconnu du 17 mars, vous partez de cette situation qu'on a tous connue, qui est effectivement digne d'un roman, d'un film de science-fiction de Philippe Cadic, et vous y injectez du fantastique. Moi, je ne voudrais pas trop spoiler l'intrigue. Absolument. Il n'empêche que vous avez décidé quand même dans un contexte qui était déjà, incertain, irréel, d'y ajouter un peu de votre fantaisie. Oui, quand tout à coup le monde se met à marcher à l'envers, quand on vit dans un irrationnel absolu, tout à coup,
vu qu'il n'y a plus d'état normal, il n'y a plus la place justement, ou alors on se laisse envahir par cette folie ambiante, ou alors on reprend le pouvoir en créant une autre folie beaucoup plus fréquentable, beaucoup plus logeable. Et l'idée justement que cette situation-là va permettre que ce virus et la gestion aberrante de ce virus vont permettre à un sans-abri de se reloger, et de se reloger dans ce qui était son histoire de départ, qui a été brisée par divers événements. Donc voilà, et on a connu pendant ce confinement le meilleur et le pire, le meilleur dans les preuves de dévouement, d'héroïsme au quotidien, le pire dans les lettres de délation qui tout à coup sont devenues quasiment aussi nombreuses que sous l'occupation pour dénoncer ceux qui respectaient pas le confinement, qui sortaient faire leurs courses trop loin, les mômes qui jouaient au foot. Enfin, on a vu des trucs terribles, m'ont dit des policiers, m'ont dit des gens du ministère de la Santé qui tout à coup ils recevaient plus de lettres que Bercy sur les délations par rapport aux impôts. Dire, intéressez-vous à telle personne, c'est pas normal qu'il ait une voiture comme ça, c'est pas normal. Là, d'un coup, il y a une petite bascule. L'être humain ne change pas. On lui donne des conditions où il peut s'exprimer ce qui est en lui de pire ou de meilleur, il va le faire. Alors le romancier, lui, il est là pour un peu remettre de l'ordre dans ce grand bazar intellectuel, psychologique. Remettre l'ordre de l'imaginaire quand la réalité perd la boule, quoi. Alors comment vous l'avez construit cette intrigue ? Parce qu'effectivement, oui, on parle d'un SDF, on peut en dire peut-être un peu plus sur lui. Vous vous êtes dit, il faut que je crée un personnage auquel tout le monde peut s'identifier, que tout le monde a vu ou a peut-être oublié de voir au début du confinement ? Oui, puis c'est un personnage. Celui qui est au départ de ce personnage, je le connais, je vois. Moi, je suis toujours hanté par ce qu'il y a derrière les personnes qui font partie de notre décor. J'ai écrit sur une caissière de supermarché, qui sont des gens qu'on voit quand on a besoin d'eux, quoi. Et puis les échanges sont réduits. Il est rare qu'on s'arrête devant ce genre de personnes pour imaginer leur vie, leurs secrets, ce qui les a emmenés là, ce qui les attend après, voilà, ces personnages qui sont du mobilier urbain, si vous voulez, ou campagnard, tout ça, m'intéressent parce que personne n'est résumable à son statut social, ni à sa position géographique, ni au rôle que la société lui octroie, quoi. Donc, quand j'ai vu juste avant le confinement le regard d'un sans-abri, à la fois narquois et compatissant, par rapport à ceux qui perdaient tous leurs repères, qui rentraient dans une situation complètement inédite, alors que visiblement pour lui, rien n'allait changer. Ça, c'est... Et les gens le ressentaient, ils étaient gênés par rapport à lui. Ils disaient, mais qu'est-ce que lui, il va devenir ? Est-ce qu'on va le mettre dans un centre ? Est-ce qu'on va le laisser là ? Donc c'est... Et puis il y en a qui continuaient à lui jeter une pièce, mais de plus en plus loin, quoi. Avec la distance. Comme il disait, lui, c'est merveilleux d'avoir un narrateur comme ça, parce qu'il vous remet tout à niveau. Il dit, de toute façon, moi, je suis assez habitué à ce que les gens observent des distances sociales par rapport à moi pour éviter d'attraper des poux. Donc, j'ai entendu que ce virus ne s'attrapait que si on se faisait la bise ou qu'on éternuait dessus. C'est pas un risque majeur en ce qui me concerne. Donc, tout à coup, il y a une espèce d'immunité naturelle et sociale qui émane de ce personnage, qui pour le lecteur déjà est une prise de contact, qui me paraissait intéressante. Et puis quand même, quand il voit débarquer les brigades, qui sont ceux qui d'habitude verbalisent avec des gens qui n'ont pas payé leur stationnement avec leur tablette, là, et c'est les mêmes, tout à coup, sortent avec une sorte de perceuse qui mettent sur le front des gens assis par terre, et qui est un thermomètre frontal, et puis les plus de 37,5, on essaie de les évacuer, ça se passe pas très bien forcément, mais lui, voyant ça, décide quand même d'aller avec une apparence de jogger désinvolte, en direction du Champ de Mars pour faire son jogging. Et là, il est renversé par une voiture. Et là, c'est la plus belle aventure de sa vie qui commence. Quand il se réveille à l'intérieur de cette voiture, la personne qui conduit cette voiture, qu'il a chargée après l'avoir renversée, il pense d'abord que c'est une SAMU sociale en maraude, là, comme ça lui arrive souvent. C'est des gens qui se méfient un peu. Il a peur qu'on le conduise dans un hôpital. Il a peur. Cet homme, comme il le dit lui-même, je suis pas un SDF de souche.
C'était un prof de lettres qui a connu une dégringolade sociale suite à une injustice totale qu'il a vécue et une réaction d'orgueil maso qui fait qu'il a balancé sa dème et qu'il a choisi cette forme de suicide au long cours, de suicide sur la voie publique. Un livre par jour, un litron le soir et le temps continue de passer sans lui tant qu'il est là. C'est cette espèce d'aristocrate du pavé, comme il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, qui ont vraiment fait ce choix de refuser les pis-aller, les êtres, et qui ne sont pas allés au bout de l'idée de suicide, ou qui l'ont fait différemment. Alors, ce roman, ce qui est intéressant, Didier, c'est que là, on parle d'une fiction, on parle effectivement d'un personnage qui a une histoire personnelle très forte, mais ce livre, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une forme déguisée d'essai, voire de pamphlet de votre part vis-à-vis de la période qu'on vient de traverser. Alors, à travers donc cette rencontre qu'il va faire après son accident, il va y avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de débats autour de la situation qu'on est en train de vivre. Alors moi, j'ai noté une phrase qui m'a frappé, c'est à la page 75, au milieu du roman. Le personnage lui dit, cette personne qu'il rencontre lui dit « Vous le regretterez, mon Covid-19, il n'aura été qu'une répétition générale dont on néglige de tirer les leçons, un exercice d'alerte aussi foireux que balayé par la joie festive d'une victoire illusoire. » Moi, j'y vois quand même dans ce livre une manière pour vous de rappeler un peu les vraies priorités du monde oui, et puis les postures, les impostures, les vrais dangers et les produits masquants, des véritables dangers. Tout l'intérêt qu'il y a à faire s'installer une forme de dictature sanitaire, et toutes ces atteintes à la liberté au nom de quoi? Je veux dire, où en est le dossier scientifique? Où en est Évidemment, il y a toutes ces interrogations que se pose tout le monde. Et moi, je suis pas un homme qui impose des réponses, mais je fais entendre différentes voix. Et ça me paraît très important aujourd'hui où on est saturé d'informations contraires, ce qui devient totalement anxiogène. C'est le chaud et le froid, le vrai, le faux, constamment, les conflits d'intérêts qui se mêlent au complotisme, et on ne sait plus lequel est le plus grave, quoi, entre les deux. Donc, franchement, il y a, à mon avis, que la fiction qui permet aujourd'hui, dans une époque tellement scénarisée, parce que tout est scénarisé, et pas seulement la couverture de l'information, la manière dont s'est conduite toute cette histoire, depuis la Chine, l'OMS, les différents pouvoirs. On sent qu'il y a un scénario, il y a des scénaristes à l'œuvre de tout ça. Que ce virus soit un virus du hasard, que ce soit une arme bactériologique, ou que ce soit l'une des possibilités évoquées dans le livre, un cadeau plus ou moins empoisonné des extraterrestres pour que l'être humain arrête de saboter la Terre, qui évidemment est beaucoup plus intéressante que les créatures qu'il peuple. Petite parenthèse, les êtres humains, l'humanité, que Paul Morand, j'ai retrouvé récemment dans sa correspondance, appelait donc les êtres humains cette moisissure superficielle. C'est terrible. Et c'est vrai que par moments, quand on regarde l'être humain, les ravages qu'il fait, la planète, l'incompréhension totale de ce qu'il appelle l'écologie. Je veux dire, si l'écologie, c'est de faire des éoliennes qui sont d'un rapport totalement énergétique, totalement nul, et qui vont être impossibles à recycler. Vous avez vu les cimetières d'éoliennes, là, qui vont être là pendant 400 ans, 500 ans. Ça ne se dégrade pas. Et pareil pour les batteries électriques, des voitures et tout. Je veux dire, et les masques aussi. Ah bah oui, alors merci de parler des masques. Ça, d'ailleurs, je l'évoque avant que ce soit d'actualité dans le livre et tout. Déjà, la symbolique est quand même très, très, très chargée. Sur le plan sanitaire, on entend bien tous les cris d'alarme aujourd'hui des médecins concernés qui disent ça va créer des pandémies bien pires que votre Covid. Toute cette accumulation de germes, et puis ce qui est peut-être encore plus grave de tout, parce que ce sont les dommages interne, et vous savez que ce qui fait baisser le plus les défenses immunitaires, c'est le stress et la peur. Donc toute la gestion de cette pandémie, on aurait dit que c'était destiné à faire baisser les défenses immunitaires naturelles.
des gens. Et ça, les dommages à venir sont incalculables. Et de la même manière que ce que vont devenir ces masques dans les océans et dans tout. Bon, voilà. Alors Didier, dans une période comme ça, est-ce qu'il faut lire pour essayer de comprendre, de trouver un peu un chemin dans le monde incertain qu'on traverse, ou est-ce qu'il faut lire aussi un peu pour s'en extraire? Est-ce qu'il faut lire aussi, est-ce que le livre, il n'est pas une sorte de refuge qui nous coupe un peu du monde? Alors, si vous voulez, c'est les deux. C'est la grande tentation pour un auteur. Est-ce que j'emmène mes lecteurs totalement ailleurs pour qu'ils changent d'air et tout ça, ou, et ça a été mon pari, que je sois plus... c'est une forme d'ambition qui me touche plus. Non, on vit la période ensemble. Mais venez chez moi, il va se passer autre chose que ce que vous subissez dans le traitement. On va faire quelque chose de cette épreuve, à travers le destin d'un personnage, à travers tout à coup cette énergie qu'il va puiser grâce à la situation pour redevenir celui qu'il aurait dû continuer à être si la société ne l'avait pas broyé. Donc, créer à l'intérieur d'une fiction dont le décor est celui de notre réalité quelque chose qui permet de mieux respirer dans l'époque, c'est ça que je voulais faire, et c'est ça dont j'avais besoin, et je vois les réactions de mes lecteurs dont ils avaient envie aussi. De toute façon, j'en reviens à ce que je vous disais au début, les écrivains qui vous disent qu'ils attendent de voir comment la pandémie évolue pour voir si on peut vraiment, s'il faut l'intégrer à leur roman, ils se trompent, non? Parce que de toute façon, ne pas intégrer le Covid dans une fiction contemporaine, c'est un peu comme nier l'ADN, la découverte de l'ADN dans un roman policier ou le téléphone portable. Dans c'est-à-dire, vous avez toujours raison, vous avez toujours le droit sur la liberté de vous ancrer ailleurs, avant, ouais. Ou après. Il me paraissait intéressant à moi, et puis vraiment, j'en avais besoin de m'inscrire dans le pendant, de manière à essayer de modifier cette réalité, de la rendre plus respirable, plus supportable, de faire rêver, de faire rire et d'émouvoir avec la situation actuelle. Pour moi, c'est la forme de reprise en main d'une société, des gens. L'être humain, comme disait Romain Gary, est supérieur aux événements qui lui arrivent. Et l'humour est une déclaration de supériorité, la seule, sur les épreuves qu'on subit. Donc, dans des moments où c'est fortement mis à mal par tout ce côté anxiogène, c'est vrai que j'ai envie, je suis heureux quand les gens me disent votre livre m'a fait du bien, j'ai ri, j'ai été ému, je regarde différemment mon époque. Voilà, ça c'est une part de ma mission accomplie. Alors vous me tendez une perche et je vous amène à la question que je pose à tous mes invités. Je leur fais réfléchir, c'est le petit moment philosophique au titre du podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Didier von Kofelaert, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ajouterais, ça dépend ce qu'ils lisent, parce que vous avez, malheureusement, des livres, il y a ceux qui vous tombent des mains, ils font plus ou moins mal en tombant, et puis il y a ceux qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous irritent, il y a ceux qui vous ennuient, et il y a ceux qui vous transportent. Mais là, c'est un rapport, il y a pas, c'est pas une question de jugement, c'est une question de rencontre, de compatibilité entre votre humeur du moment, l'aspiration et le ton, le style, la musique d'un livre. Mais déjà, le fait même de lire, l'acte de lire, surtout, on voit bien aujourd'hui, il y a une recrudescence, depuis qu'il y a ce port du masque dans les transports en commun, on voit plus le livre qu'avant, me semble-t-il, par rapport aux écouteurs et tout ça, parce que se boucher les oreilles, en plus qu'on se bouche le nez, la bouche, qu'est-ce qui reste, quoi. Et là, et fermer les yeux pour plus rien voir, voilà, on devient vraiment un peu désagréable, quoi. Je pense que les œuvres de fiction en particulier, je vois moi-même comme je m'évade dans des livres où je relis des choses que j'ai aimées. C'est important aussi dans des moments qui très perturbants, comme ce qu'on vit en ce moment, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire reprendre un livre qui nous a rendus heureux il y a quelque temps, tout ça, et en le relisant, vous retrouvez
à cette époque-là. C'est une très bonne manière, encore plus forte que d'éteindre la télé ou la radio, tout ça, mais à un moment donné, de renouer avec, de s'ancrer dans quelque chose au temps où il n'y avait pas ce problème-là, juste pour se remettre à niveau, se remettre en charge. Et après, revenir dans le monde tel qu'il est. Vous avez relu quoi, vous, par exemple, Didier, récemment ? Marcel Aimé, bon, déjà, je relis en général, mais Marcel Aimé, Romain Gary, Jean Cocteau ou Balzac sont des anticorps qui fonctionnent toujours par rapport à un problème d'époque. Et oui, Balzac, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, si lui, il avait attendu que les problèmes soient décantés avant d'écrire, il n'y aurait pas eu la comédie humaine. À un moment donné, c'est ça, un auteur, il ne s'agit pas de faire un produit de l'époque, où fatalement, il faut prendre les ingrédients de l'actualité pour les mettre dans sa sauce. Mais il faut aussi, pour comprendre l'époque, il faut la rescénariser, y mettre ses personnages de manière à, déjà pour l'auteur, à comprendre mieux l'époque, à travers d'autres prismes que le sien, et puis à proposer au lecteur d'autres points de vue. Les romanciers actuels, ils vous plaisent autant que... Il y en a qui arrivent à vous toucher autant que les classiques que vous avez cités, là ? Ah oui, il y a des découvertes formidables constamment, heureusement. Moi, je lis, ou bien parce qu'on me parle d'un livre, j'entends, ou alors je découvre, je feuillette. Et, vous savez, si la première phrase ne m'accroche pas, il est rarissime que le livre tienne sa promesse. C'est un auteur qui ne soigne pas déjà sa première phrase, en tout cas sa première page, c'est qu'il y a un souci. Je vais dire la première page. Vous, ça peut se terminer dès la première phrase. Vous ne laissez même pas la chance à la première page. Si, mais je sais, parce que j'essaie de me dire, mais non, j'ai tort, il va se rattraper après. Mais non, je dirais un auteur qui... Voilà, c'est une prise de contact, la manière dont on salue quelqu'un. Bon, aujourd'hui, évidemment, le choc de la tête radiale, l'espèce de coude à coude grotesque. Bon, on n'est plus dans... Mais voilà, une prise de contact, une ouverture musicale. C'est ça, une première page, un incipit, c'est ça. J'ai une première phrase. Moi, je peux pas commencer un livre si je suis pas sûr de ma première phrase, Donc, voilà, mais pour donner quelques exemples précis, ma dernière lecture coup de cœur, c'est un auteur que j'avais cessé de lire parce que je préférais les premiers, je trouvais qu'il y avait une dérive gore un peu systématique, c'est Stephen King. Oui. Et l'Institut de Stephen King est un chef-d'œuvre, avec une empathie sur les préadolescents qui m'a vraiment bluffé. Là, techniquement, j'ai évidemment une lecture technique et tout, c'est techniquement et humainement, en plus du propos qui est formidable et qui parle tellement de notre époque, il y a quelque chose de très très fort. Et ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce coup de cœur en 600 pages. Et puis, j'ai beaucoup aimé dans les romanciers aussi qui parlent aujourd'hui, Alexandre Jardin, française. Voilà, ça aussi, c'est une démarche culottée de vraiment se mettre au cœur de la crise de la France des territoires et non pas du microcosme parisien. Et à travers, en plus, le regard d'une femme qui est sa narratrice, une entreprise très très culottée. Ça, c'est l'entreprise de salut public, ça, de salubrité. Je revenais à Stephen King. Je ne sais pas ce qu'il pense de la période actuelle. Je sais qu'il tweete beaucoup sur Donald Trump. Il est assez... Même dans le livre, oui, absolument. Il est à fond là-dessus. Mais en fait, en ce moment, on est un peu dans un roman de Stephen King, non ? On est un peu dans le dôme oui. Avec le Covid. Je ne sais pas s'il peut encore vraiment écrire, en fait, le pauvre. Puis, mais vous savez, toute la situation qu'on vit avec cette suspicion de laboratoire et tout, c'était un roman d'Hervé Bazin, son dernier, je crois, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Le 8e jour. Et à l'époque, il fallait un sacré culot pour Bazin, quand même, cet auteur, président de l'Académie Goncourt, ce poids de tout à coup d'aller là où les romanciers ne vont pas. Très très peu d'exemples en France et lui était raconté sur un labo où on va rechercher les virus de la grippe espagnole et pire encore, et c'était très très réaliste son truc. Il montrait comment pour préparer de futurs vaccins on va bricoler des trucs et on joue à l'apprenti sorcier et franchement j'ai un
assez clair souvenir du livre. Je l'ai refeuilleté, je ne l'ai pas relu entièrement, mais ah ouais, on dirait un peu qu'il a été recopié. et puis dans ma trilogie Thomas Dream, j'avais écrit tout ce qui s'est passé aujourd'hui. 10 ans auparavant, là, il y a eu beaucoup pendant le confinement, sur les réseaux sociaux et tout, beaucoup de lectures de ce livre-là. Les gens qui disaient non, ça n'a pas été écrit maintenant, mais c'était quand même en germe, si vous voulez. Vous citez aussi Dean Koontz dans votre roman, et l'histoire du laboratoire et du virus. Par moments, les gens vous disent « Regarde ce roman, regarde ce film. En fait, tout ce qui a lieu en ce moment, c'était décidé à l'avance. » Les théories complotistes se nourrissent aussi de ça un peu, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup plus complexe que ça. La littérature foisonne d'exemples où des auteurs de fiction ont préécrit ce qui est arrivé. Jules Verne, d'une manière peut-être la plus presque caricaturale qui soit, sur la distance de la Terre à la Lune, je veux dire, sur le temps que l'on mettrait sur le voyage. Arthur C. Clarke a inventé dans sa description de lune de Jupiter quelque chose qu'à l'époque qui était totalement impossible à détecter, qui après a été exactement où va chercher l'information, où le cerveau d'un auteur de fiction va chercher l'information, jusqu'à dans le dictionnaire de l'impossible, j'avais listé comme ça toutes ces grandes aventures chez ces auteurs, jusqu'à Frédéric Dard, Saint-Antonio, qui écrit dans un livre qu'il est en train d'écrire exactement ce qui va être dans la réalité quelques jours plus tard, le kidnapping de sa fille, jusqu'au montant de la rançon qui sera demandée. Là, on est dans des choses, c'est pas du complotisme, c'est simplement, la grande question est de savoir si notre esprit va chercher une information qui est dans la tête de quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'il fait un saut dans le futur ou dans le passé, ou va ramasser, je sais pas. Est-ce qu'on provoque l'information en l'écrivant sous forme de fiction ? Est-ce qu'on ou est-ce qu'on va la chercher ailleurs ? Mais Balzac s'est posé énormément de questions là-dessus aussi, dans son roman Ursule Mirouet, par rapport aux facultés psychiques, il va très très loin. Mais en fait, peut-être que les romanciers sont des voyants, qui s'ignorent, des médiums peut-être quelque part. Oui, pour parler de Dean Koontz, c'est pas la première édition de son roman où ça se passait, où ce virus s'échappait d'un laboratoire P4 de Wuhan. C'est en 2009, dans la réédition, qu'il a changé. Alors pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Pourquoi c'est devenu... ça, je n'ai pas eu cette info. Mais en revanche, sa description de tout est... Voilà, si c'est un hasard, c'est une synchronicité, comme dirait Jung. Alors, on se rencontre, Didier, on est à la fin du mois de septembre. Il y a quelques jours, on a appris les noms des nominés pour le prix Goncourt. Comme d'autres que j'ai pu interroger avant vous, je voulais qu'on parle un petit peu de ce moment dans votre vie, du prix Goncourt. Est-ce que vous l'avez remporté en 1994 déjà ? C'était un aller simple. Est-ce que ça a changé un peu, beaucoup, voire tout dans votre vie ? À quel niveau on se situe ? Rien de fondamental, en tout cas rien dans l'écriture, rien dans mon rapport à l'écriture. C'était un merveilleux cadeau. Ça a été, en plus, ça a été un des plus gros concours en termes de vente de ces dernières années. Enfin, des dernières années, c'est vrai que ça commence à faire longtemps maintenant, mais ça a été, voilà, un cadeau qui m'a rendu très heureux. Donc, j'ai essayé d'être à la hauteur. Ça m'a offert surtout la liberté de pouvoir me dire, le livre sur lequel je butais depuis 15 ans, que j'ai publié, que j'ai écrit après le Goncourt, vraiment après avoir fait 12 000 versions, qui était La vie interdite. Je me suis dit, le jour du Goncourt, bon, maintenant je n'ai plus d'excuses pour tout fermer, pour passer le temps qu'il faudra pour accoucher de ce livre-là, quoi. Et ça, cette assurance que le monde le temps peut s'arrêter, je peux moi m'arrêter en tout cas pour faire ce que j'ai à faire, en étant tranquille entre guillemets. Voilà, ça
le premier sens du cadeau. Et puis j'ai eu cet autre cadeau auquel je ne m'attendais pas, parce que généralement, par exemple, le livre d'après le Goncourt, c'est un peu le livre maudit, quoi. Les gens, tout le monde a servi et donné. Quoi. Après, on me dit, bon. Et en fait, La vie interdite a été mon plus gros succès après hors Goncourt, de presse et de public. Et donc, voilà. Et après, mon public m'est demeuré fidèle et s'est renouvelé. Donc, les suites du Goncourt ont été heureuses. Ce qui est pas toujours le cas, mais c'est aussi parce que j'ai pas changé. Ouais, si on se laisse griser, si on se dit ça va toujours être comme ça, non. Et surtout si on se laisse détourner de l'écriture par le service après-vente, par toute cette période. Les modalités, les honneurs. Oui, et puis le fait, plus tout ça est très agréable que tout à coup on vous demande votre avis sur tout, on vous demande, on vous fait voyager partout. Ouais. Je me rappelle les trucs les plus dingues qu'on m'ait proposés l'année du Goncourt, c'est d'être à la fois le parrain d'un tranquillisant. Ah bon ? Oui, le laboratoire m'a demandé ça, et en même temps l'ambassadeur d'une marque de vêtements et d'une marque de saucissons aussi dans la publicité. C'est pas mal. Voilà. Oui. Et j'ai dit non à tout, mais surtout au tranquillisant, de dire que même il me semblait pas que ma vocation de romancier fût d'endormir les gens, mais plutôt de les réveiller dans la mesure du possible. Donc voilà, il faut garder vraiment le recul, tout en... j'ai beaucoup bossé sur la francophonie. C'est vrai que c'est un moment, parce que ça représente dans la francophonie beaucoup le prix Goncourt. Et là, oui, je suis allé partout pour servir la langue française, les enseignants, ceux qui militent pour que notre langue ne disparaisse pas au profit de l'anglais. Malheureusement pour il ou elle, le vainqueur du Goncourt 2020 ne pourra pas défendre son livre. Autre chose physiquement, enfin en tout cas en voyageant. Oui. Mais voilà, non, je sais que le lendemain même de l'attribution du Goncourt, après avoir fait la fête jusqu'à 2-3 heures du matin et avant la première radio à 7 heures du matin, je me suis quand même réveillé 1 heure plus tôt pour écrire, même si c'était 2 pages, mais simplement pour rester le même. Et je sais par expérience que moi qui suis du matin pour l'écriture, lorsque j'ai écrit le matin, je vais mieux pour tout le reste de la journée que si je trouvais de bonnes raisons pour ne pas le faire. Vous écrivez tous les jours ? Vous avez écrit ce matin ? Oui, un peu. C'était pas terrible, mais quand même c'est ma gymnastique aussi. Je me réveille avec gymnastique, thé vert et écriture. C'est l'idéal pour attaquer ma journée et pas celle des autres, et pas m'inscrire dans un mouvement comme ça tout de suite. Écoutez, on verra le résultat dans quelques mois. Hein ? Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est... La vie d'un écrivain peut être... Bon, c'est quelque chose qui évidemment repose sur la précarité, qui dure plus ou moins, mais une précarité qui est vraiment un privilège. Privilège de pouvoir vivre de sa passion, en tout cas, de s'en nourrir et de se défendre contre justement le poids de la réalité, d'essayer de changer cette réalité et de la partager avec les gens qui nous tiennent à cœur. Et voilà, je pense qu'il y a un devoir dans les périodes difficiles que nous vivons en ce moment de garder, de rester les porteurs de flambeaux de cette énergie-là, de cette énergie qui refuse un monde qui perd la boule et qui en repropose un autre. Merci beaucoup Didier Van Collaert pour ce petit moment. Merci à vous. Merci, à bientôt, au revoir. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.